Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du 7-8 l'Hebdo, une émission pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres de ce vendredi 2 juin. Ils étaient plus de 500 à participer à la 10e édition du Trophée des entreprises entre le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines et l'île de Loisirs. Les équipes et collègues ont dû notamment participer à une course d'orientation, une course à pied ou encore un relais VTT. Jean-Frédéric Poisson est notre invité fil rouge pour cette émission, le président du Parti chrétien-démocrate et député sortant sur la 10e circonscription. Nous évoquerons avec lui la dernière ligne droite de la campagne et son duel annoncé avec Aurore Berger, la candidate de La République En Marche. Enfin, dans le reste de l'actualité locale, nous reviendrons sur la venue à Versailles du président russe Vladimir Poutine ou encore la ville de Montigny-le-Bretonneux qui a décroché le label de l'UNICEF, nouveau label Ville Amie des enfants. Le trophée des entreprises, le rendez-vous sport et collègues était organisé ce jeudi en fin d'après-midi sur l'île de Loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Pour sa 10e édition, le départ a été donné depuis le Vélodrome national. Au total, 540 compétiteurs répartis par équipe de 3 se sont affrontés pour réussir à passer les épreuves. Les sportifs devaient combiner performance et esprit d'équipe. Retour sur cet événement avec Mickaël Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. 10 ans que cela dure, comme chaque année, l'île de Loisirs de Saint-Quentin en Yvelines a été le théâtre ce jeudi 1er juin du Trophée des entreprises. L'objectif annoncé par les organisateurs est de tisser des liens entre les sociétés à travers une compétition amicale qui se dispute par équipe de 3. On a vu l'évolution là avec cette 10e édition où on est passé de 20 équipes la première année à 180 et on a refusé encore quasiment 25 équipes au moment de la clôture des inscriptions. Selon les 540 participants venus de 64 entreprises, la compétition arrive à créer un esprit d'équipe. C'est la solidarité, on n'est pas tout seul. Si, c'est vraiment de la solidarité. Et par rapport au travail aussi, ça contribue à former des liens. Dans des moments un peu difficiles, peut-être qu'on peut se raccrocher un petit peu, on peut se rapprocher de certaines sociétés et puis faire connaissance, tisser des liens et pourquoi pas à l'avenir collaborer, on ne sait pas. Pour renforcer encore plus cette cohésion d'équipe, un tracé spécial a été conçu. Au programme, une course à pied, du VTT et une course d'orientation. Les sportifs ont dû également dompter les vagues sur une épreuve de radeau de 500 mètres. Pour éviter de boire la tasse, les concurrents ont dû se serrer les coudes. Alors c'est quoi votre technique pour réussir le radeau? À genoux et tout le monde en même temps. D'accord, c'est bien? C'est énorme, on est énorme, on est énorme. Sur l'épreuve de radeau, ils doivent s'organiser, ils ont 2 pagaies, un radeau et l'objectif c'est de traverser pour arriver au centre de voile et bien évidemment de finir main dans la main au niveau de l'arche d'arrivée au sein du Vélodrome. Après l'effort, le réconfort, tous les compétiteurs se sont retrouvés après la course pour participer à un after-work, l'occasion de créer une nouvelle fois du lien social entre collègues. Dans le reste de l'actualité locale, ce matin était organisée la cérémonie de remise du permis Internet en salle du conseil municipal d'Elancourt pour les enfants. Pour cette 2e édition, la ville proposait à plus de 180 élèves de CM1 et CM2 de passer ce certificat encadré par les agents de la police municipale. Le but était de prévenir les écoliers au risque d'Internet. Eux ont normalement le vrai permis. Les conducteurs vont devoir s'armer de patience sur la route en ce week-end de la Pentecôte, notamment lundi pour les retours. Bison Futé prévoit orange sur l'ensemble de l'Île-de-France et notamment au péage de Saint-Arnoux en Yvelines dès 12h et ce jusqu'à minuit. Patience donc sur la route si vous avez eu la chance aussi de partir en week-end. C'est le 5e rendez-vous depuis son lancement l'an passé. Le conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental Yvelines-Hauts-de-Seine a fait un premier bilan de son activité avec la mise en place de services interdépartementaux, le lancement de l'aménageur public commun Citalios, avant la fusion effective des départements qui sera d'ailleurs demandée prochainement au gouvernement. Écoutez Pierre Bédier et Patrick Devedjian, les présidents des 2 collectivités au micro de Nicolas Dandry. Elle avance de plus en plus vite au point qu'on a envie de passer le seuil critique. Il ne vous a pas échappé qu'il y avait des élections, qu'il y avait un nouveau président de la République, que l'actuel gouvernement était plutôt un gouvernement de transition. Donc tout ça crée quelques incertitudes sur le calendrier, mais la détermination des 2 présidents et je pense des 2 assemblées reste très forte.
On va justement aborder ce thème du rapprochement et de la fusion entre les deux départements avec notre invité du jour, Jean-Frédéric Poisson. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de la 10e circonscription, président du Parti chrétien-démocrate. Vous êtes candidat sortant aussi pour les élections législatives. Quel est votre regard en qualité de député sur ce rapprochement? On sait que beaucoup de conseillers départementaux et élus locaux du Sud-Yvelines sont contre. C'est votre cas aussi? C'est mon cas aussi. Lorsque j'étais président de la communauté d'agglomération Rambouillet-Territoire, je ne le suis plus depuis le 31 décembre dernier, j'ai demandé au conseil communautaire de voter une motion pour nous opposer à cette fusion. Nous pensons que la ruralité n'a pas grand-chose à y gagner. Nous ne comprenons pas très bien les objectifs pour lesquels cette fusion est envisagée. Nous ne voyons pas très bien ce que nous pourrons nous en tirer comme il y a des arguments avantage. Économiques. Oui, mais ça, je ne suis pas insensible aux arguments économiques. Nous faisons du développement économique aussi dans la zone rurale. Mais nous craignons beaucoup que le centre de décision ne s'éloigne un peu davantage de nous et que, du fait qu'il est déjà difficile de se faire entendre quand on est dans la zone rurale, ce soit encore plus compliqué. J'ajoute que la perspective d'avoir une métropole de Paris qui absorberait purement et simplement l'ensemble des départements de la Petite Couronne ne nous permet pas de savoir si, en fusionnant les Yvelines avec les Hauts-de-Seine, on ferait entrer les Yvelines dans la future métropole ou bien si on ferait sortir les Hauts-de-Seine de la future métropole. Donc c'est pour nous une incertitude qui est extrêmement difficile à appréhender. Pierre Bédier, le président du conseil départemental des Yvelines, a plusieurs fois rappelé qu'il s'opposerait à, par exemple, une urbanisation du Sud-Yvelines. Est-ce que vous le croyez quand il dit ça, ou alors vous n'avez pas confiance dans ces propos-là? Non, je crois tout à fait. Je pense que le président du conseil départemental est attaché à l'identité du département qu'il préside. Je n'ai pas à mettre en cause la parole du président Bédier sur ce sujet. Je ne sais pas s'il pourra effectivement faire en sorte que ces paroles soient suivies des faits, parce qu'un grand ensemble de 3 millions d'habitants regarde de manière beaucoup plus lointaine l'ensemble que nous sommes à Rambouillet-Territoire de 80 000 que le département des Yvelines actuel de 1,5 million ne le regarde. Est-ce que le député actuel et éventuel député futur de la circonscription a les moyens, par exemple, de bloquer un tel projet ou au moins de mettre la pression sur les acteurs locaux? Bloquer, il ne vous a pas échappé qu'à l'Assemblée nationale, nous sommes 577, donc comme dirait l'autre, à 1 contre 576, c'est difficile d'encercler tout le monde, donc non, c'est pas comme ça que ça se pose. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'influence que peut avoir un homme ou quelques hommes qui sont déterminés. Et je crois qu'un certain nombre de parlementaires sont déterminés à ce que, effectivement, cette fusion, si elle devait se faire, se passe dans des conditions qui soient plus claires, meilleures, et en tout cas pour l'instant nous ne sommes pas encore là, et il faut, je le répète, une décision du ministre de l'Intérieur pour entériner cette opération, ce qui viendra peut-être. Et puisqu'on parle de ruralité, parfaite transition pour parler des élections législatives. Vous êtes donc candidat à votre succession, candidat investi par les Républicains. Pour l'UDI, c'est un peu plus flou, partagé. Vous allez peut-être nous éclairer. Il y a eu des tweets récemment, notamment du président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, qui a déclaré qu'il ne vous avait pas, lui, investi. Qu'en est-il concrètement? Vous êtes candidat LR-UDI, LR? Moi, je laisse M. Lagarde à ses méthodes, on les connaît. Ce n'est pas un homme qui brille par la qualité de sa parole. Donc je le laisse dire ce qu'il veut. Il y a un accord cadre, les Républicains et l'UDI, qui est signé depuis le mois de mars, de manière définitive. La 10e circonscription des Yvelines figure dans cet accord. Ça a été rappelé d'ailleurs par Philippe Vigier, qui est mon voisin, président du groupe UDI de l'Assemblée. Lui fait partie de la Commission nationale d'investiture. Il a confirmé devant vos collègues qu'effectivement c'est moi qui l'avais obtenu. Le secrétaire général Accoyer me l'a confirmé par écrit fin mars. La réalité, c'est qu'il y a là un candidat UDI qui s'était porté candidat contre moi de manière dissidente, qui est maintenant le suppléant de Mme Berger. Écoutez, voilà, moi je laisse l'UDI régler ses problèmes en interne. C'est moi qui ai l'investiture UDI, ça ne souffre pas de contestation. D'ailleurs, je suis désolé qu'on perde du temps avec ça parce que... Alors, on va vite passer le sujet, mais... Si dans le camp d'en face, on n'a que ça à faire valoir pour gagner l'élection, ça ne va pas suffire. Petite question quand même sur votre rapport aux Républicains. Par exemple, dans la 3e circonscription des Yvelines, il y a un candidat LR qui s'appelle Philippe Briot, qui est opposé à un candidat, Nicolas Tardy-Joubert, candidat d'hiver droite, qui a le soutien officiel de votre personne, puisque vous êtes affiché sur ses tracts et son affiche de campagne. Et c'est un peu flou là aussi. Il est conseiller régional d'Île-de-France. Qui est opposé à un candidat LR. Il a été élu sur la liste de Mme Pécresse. Il y a toujours eu des candidats du Parti chrétien-démocrate aux élections législatives. Il y en avait 109 en 2012.
Il y en a 120 cette année. Ça s'est toujours parfaitement passé. Nous sommes un parti associé aux Républicains, un parti qui est indépendant. Nous avons des accords électoraux ou de gouvernement dans beaucoup d'endroits avec les Républicains. Ça se passe très bien. Ça n'empêche pas que nous puissions déployer nous-mêmes notre propre identité. D'ailleurs, j'observe que... Ce qui veut dire que vous souhaitez par exemple la victoire de Nicolas Tardy-Joubert l'UDI dont on parlait tout à l'heure est également dans la même situation. Il y a des candidats qui ont investiture commune, il y a des tas de candidats qui se présentent à côté des Républicains. On revient à la ruralité, un thème qui vous est cher, Oui. on le sait en qualité de député. Est-ce que c'est le sujet clairement principal pour cette 10e circonscription? Non, le sujet principal d'une législative, c'est la France. Et la particularité d'une élection législative, c'est que le député qui a 2 pieds doit avoir 2 pieds à Paris et 2 pieds dans sa circonscription. Donc l'exercice est parfois un petit peu difficile. En attendant, il faut faire à la fois attention à ses électeurs chez soi et puis au destin de la France à Paris, si je peux dire les choses de cette façon. C'est un sujet qui est, la ruralité pour nous, très important parce que c'est notre identité, mais ce n'est pas que la nôtre. C'est 80% du territoire national, c'est une quinzaine de millions d'habitants dans toute la France. Alors ça dépend de l'endroit où on met le seuil de population, mais des habitants qui participent activement au maintien des activités sur toute la surface du pays, qui développent là où ils sont et comme ils peuvent, avec peu de moyens, une qualité de vie, de l'emploi, de la richesse, des projets innovants, etc. Et je pense qu'une des grandes oubliées de la présidentielle a été justement la ruralité et son développement. Et vous souhaitez les soutenir avec cette idée qui vient d'émerger récemment dans le débat public, la création d'une agence nationale de rénovation rurale. À quoi servira concrètement cette agence? De quels moyens sera-t-elle dotée si évidemment elle voit le jour? C'est une proposition de loi que nous avons écrite conjointement avec mon collègue Philippe Vigier, le président du groupe UDI de l'Assemblée nationale. Elle vise à assurer une équité de traitement entre les territoires urbains qui méritent d'être développés ou rénovés et les territoires ruraux. L'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, existe depuis maintenant plusieurs années, voire au-delà de 10 ans. Elle est dotée tous les ans d'un budget qui permet de rénover de l'habitat, de développer des programmes économiques dans les banlieues ou les territoires urbains qui sont défavorisés, qui en ont besoin. Nous voulons qu'il en soit de même pour la ruralité. Autrement dit, qu'à chaque fois qu'1 euro est versé pour rénover la ville, 1 euro soit versé pour rénover la campagne. C'est ça le principe. Donc c'est financé bien sûr par le budget de l'État. Il faut placer cette agence sous l'autorité du Premier ministre pour que les arbitrages politiques soient pris au plus haut niveau et assurer les habitants français des campagnes qu'ils seront aussi bien traités que les habitants français des villes. C'est un sujet qui intéresse vos collègues de l'Assemblée, la ruralité. Vous sentez une émulation sur ce type d'idée, ce type de sujet ou alors, il y a quand même un certain nombre de députés ruraux à l'Assemblée nationale, ça ne vous a pas échappé, premièrement. Et deuxièmement, ce qui nous motive avec mon collègue Vigier, c'est qu'on voit bien dans l'expression d'un certain nombre d'électeurs quand ils vont aux urnes et quand ils se portent sur des partis qui ne sont pas des partis de gouvernement. Il y a l'expression d'une forme de dépit, d'une forme de sentiment d'abandon que nous devons prendre en compte. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui diabolisent qui que ce soit sur l'échiquier politique. Je prends acte du fait que dans beaucoup de villages de ma circonscription, en bordure de la région centre en particulier, tous ceux qui votent pour soit l'extrême gauche et Jean-Luc Mélenchon, soit le Front National, eh bien, en réalité, ils votent pour l'immense majorité d'entre eux contre ce sentiment d'abandon pour alerter leurs représentants afin qu'on s'occupe d'eux. Cette agence nationale de rénovation, c'est pas une commission Théodule, c'est pas un groupe de travail, c'est pas une mission d'information, c'est une agence qui va devoir décider de programmes d'investissement, soutenir les collectivités dans leur action, financer pour une grande partie tous les travaux à réaliser et donc améliorer le quotidien des citoyens dans ces zones rurales de notre département. Question très rapide, Jean-Frédéric Poisson, réélu député de la 10e circonscription, votera-t-il la moralisation de la vie publique, la loi sur la moralisation de la vie publique proposée par François Bayrou, le premier texte dont vous aurez probablement à débattre cet été? Je voterai les dispositions de moralisation de la vie publique qui portent sur, d'abord, comment appelle-t-on ça, l'établissement d'une peine plancher pour les élus qui auront été condamnés dans l'exercice de leurs fonctions. Cette peine plancher n'existe pas, il faut qu'elle soit dissuasive et que ceux qui sont condamnés pour avoir été indélicats dans l'exercice de leur mandat soient vraiment très durement sanctionnés et de manière exemplaire. Deuxièmement, je voterai les dispositions qui iront dans le sens de la volonté de contrôle et de l'assurance des citoyens que leurs représentants ne peuvent pas faire n'importe quoi avec les moyens qui nous sont confiés. Je m'étonne, premièrement, de la suppression de la réserve parlementaire. C'est une très mauvaise nouvelle et pour les associations et pour les communes. C'est là un mouvement de recentralisation
Il est plus facile pour une association d'aller demander une subvention à son député plutôt que d'aller la demander au préfet. Je ne vous fais pas de dessin. Donc ça, c'est une très mauvaise idée. La deuxième très mauvaise idée, c'est la suppression de la Haute Cour de justice. Un des principes fondateurs de la République, c'est la séparation entre le pouvoir exécutif et l'autorité judiciaire. Placer les ministres dans l'exercice de leurs fonctions sous l'autorité des juges, c'est au fond renoncer en partie à la séparation des pouvoirs. Ça me paraît extrêmement dangereux. Et puis enfin, il y a des dispositions qui restent à préciser sur, par exemple, l'utilisation des frais dont nous disposons pour louer nos permanences ou exercer nos missions. Je participerai à ça, bien entendu, et sans aucune espèce de problème, à partir du moment où ça ne limite pas la liberté du Parlement. Pour revenir à l'élection législative, votre principal adversaire, il semblerait que c'est la candidate de La République En Marche, Aurore Berger. Si on en croit les résultats du premier tour de la présidentielle, en tout cas. Si on en croit voilà, ces résultats-là, merci. Comment vous jugez pour l'instant cette campagne entre vous et votre principal adversaire? D'un point de vue extérieur, on a l'impression qu'il y a une forme de tension tout de même alimentée aussi par les médias. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ou alors c'est exagéré? On en fait un peu un combat pour les médias surtout. Non, moi, je ne combats personne. Je défends des idées, je défends un bilan, une manière de me placer au service de mes concitoyens dans les Yvelines comme en France et à l'étranger. Et voilà ce que je fais. Quand elle estime que vous êtes diamétralement opposés, est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Ah, c'est très vrai. Ça l'est d'ailleurs sous deux rapports. Ça l'est sous le rapport des convictions qui nous animent, certainement. Et deuxièmement, c'est aussi l'opposition de style. Moi, j'ai bâti mon engagement politique sur une fidélité à un territoire, à une famille politique et à un ensemble de convictions. Sur ces trois fidélités, j'ai passé 22 ans de mon engagement personnel. J'ai gravi les marches et exercé les responsabilités. Vous faites référence au fait qu'elle ait soutenu un temps Nicolas Sarkozy, puis oui, Alain Juppé. Et puis qu'elle change de territoire à chaque élection. Elle a participé à l'élaboration ou la construction d'un collectif anti-Macron au mois de février. Elle demande son investiture en mars ou en avril. Voilà. Chacun fait comme il veut pour sa carrière. Chacun fait comme il veut pour sa carrière politique. Moi, la mienne, elle est fondée sur la fidélité et l'enracinement. Madame Berger fait d'autres choix, ça la regarde. Que vous soyez élu ou qu'elle soit élue, imaginons le 18 juin prochain, il faut quand même travailler quand on est député avec les acteurs locaux, les politiques locaux. Est-ce que vous pourriez travailler avec elle? Je n'ai jamais cessé de travailler avec les acteurs locaux. Mais je vous ferai remarquer que Madame Berger n'est pas un acteur local de la 10e circonscription. Elle est élue de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Maurepas? Oui, elle est élue de la... Mais je travaille d'abord, moi, avec le maire de Maurepas, avec le maire de Coignières, et régulièrement, et je les connais bien, je les salue d'ailleurs d'ici, Grégory Garasti et Jean-Pierre Sevestre. Maintenant, si, comme conseiller communautaire de la Casquie, Madame Berger a un dossier à soumettre qui concerne Maurepas et Coignières, je suis évidemment parfaitement, comme député, prêt à la recevoir pour parler de tout ça. Jean-Frédéric Poisson, restez avec nous, on passe tout de suite à l'actualité de la semaine. Et cette semaine a été marquée par la venue de Vladimir Poutine à Versailles. Invité par Emmanuel Macron, le président russe a inauguré l'exposition dédiée à Pierre le Grand et qui célèbre 3 siècles de liens diplomatiques entre les deux pays. Vous voyez des images tout de suite à l'écran. Les chefs d'État ont également échangé pendant plus d'1 heure sur les dossiers internationaux. Ils sont nombreux. Jean-Frédéric Poisson, on connaît vos positions sur la Russie notamment, qui se démarquent de beaucoup de politiques français. Qu'avez-vous pensé de cette visite, vous qui êtes pour un rééquilibrage de la politique française à l'international? Est-ce que ça va dans le bon sens, cette visite de Vladimir Poutine à Versailles? Il y a, comme dans beaucoup de rendez-vous diplomatiques, à la fois un peu de bras de fer, un peu de mise en scène et du dialogue. Je veux dire, ce sont les 3 composantes habituelles, les 3 ingrédients habituels d'une visite diplomatique officielle. Monsieur Macron a voulu se placer dans une forme de démarrage de rapport de force avec le président russe. Je trouve que c'est légitime. Encore une fois, ça fait partie de son rôle et de son statut, et je n'ai rien à dire à ça. Bon point ou mauvais point, finalement? Non, mais sur la forme et sur la manière dont ça a été aménagé, la manière dont Emmanuel Macron rentre dans sa fonction, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Enfin, les choses se passent comme elles doivent se passer et à l'image de ce que doit être le chef de l'État français. Maintenant, le point central des relations avec la Russie, c'est la levée des sanctions. J'ai voté, comme mes collègues des Républicains à l'Assemblée nationale, il y a un peu plus d'1 an, une résolution qui a été adoptée d'ailleurs avec le soutien d'un certain nombre de députés socialistes et de tous les groupes, une résolution pour que les sanctions contre la Russie soient levées. Ces sanctions pénalisent d'abord nos agriculteurs, certainement pas Vladimir Poutine, qui a bien sûr trouvé d'autres endroits pour acheter des pommes, des choux-fleurs. L'économie russe se porte assez mal. Oui, enfin,
elle se porte mieux que ce qu'on dit, parce que là encore, il y a beaucoup de choses qui circulent et qui ne sont pas tout à fait exactes. Mais en tout cas, nos agriculteurs sont les premiers à être sanctionnés par la mauvaise manière qu'on fait à la Russie. Il faut lever ces sanctions, et je pense que si on lève ces sanctions, on sera davantage à même de discuter correctement avec les Russes qui sont nos alliés. Les Russes sont nos alliés, il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, est-ce que les Russes pensent que les Français sont leurs alliés? Alors pas toujours, parce que précisément, la manière dont François Hollande a humilié le président Poutine à plusieurs reprises a laissé beaucoup de traces à Moscou. J'y étais il y a quelques mois, et j'ai discuté de ça avec le président de la Commission des Affaires étrangères de la Douma russe, qui me l'a confirmé. Et deuxièmement, encore une fois, l'attitude que nous avons prises en adoptant ces sanctions à l'égard de la Russie sont très très mal comprises dans ce pays. Une dernière question, une réponse rapide. Je sais que ça va être difficile parce que le sujet est majeur. C'est l'actualité la plus récente, le choix de Donald Trump de sortir de la COP 21. Votre avis là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord un échec total du G7, premièrement. Et deuxièmement, bien, la nécessité, en tout cas, quoi qu'il arrive, parce que c'est la situation dans laquelle nous sommes, de renégocier, de trouver un accord qui satisfasse tout le monde. C'est un sujet très important. Il faut renégocier selon vous? De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc il va falloir trouver les voies et moyens de le faire. C'est un sujet trop important pour qu'on s'arrête là. Et alors, vous ne me parlez pas des affaires Ferrand et Bayrou et Sarney. C'est dommage parce que je trouve qu'au moment où on entame la moralisation de la vie publique, d'avoir un ministre en exercice qui est à moitié coupable de quelque chose qui ressemble furieusement, au moins, à une énorme maladresse teintée de mauvaise intention. On a estimé que l'actualité internationale était peut-être plus importante. Vous avez raison, mais enfin, je maintiens que cette affaire de moralisation de la vie publique devient d'une hypocrisie totale. Donc j'espère bien que le Premier ministre et le Président clarifieront la situation de Jean Ferrand très vite. On vous recevra en plateau mardi soir pour les débats de la 10e circonscription des Yvelines. Merci plaisir. Jean-Frédéric Poisson d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes le candidat investi par les Républicains et l'UDI aussi, du coup, sur la 10e circonscription des Yvelines. Merci à vous et puis du coup, bonne campagne, bonne dernière semaine de campagne. On enchaîne avec le reste de l'actualité cette semaine et la mort soudaine du maire de Saint-Germain-en-Laye, Emmanuel Lamy. Ses obsèques avaient lieu hier. Plusieurs centaines de personnes se sont rendues près de l'église Saint-Germain pour rendre un dernier hommage au maire de la commune. De nombreuses personnalités politiques locales étaient aussi présentes sur place. Sans transition, à 50 ans en Yvelines, financer son projet d'entreprise par le financement participatif, c'est désormais possible. L'agglomération a présenté mardi sa nouvelle plateforme Sky Invest. Les détails avec ce sujet de Camille Lambert. Développement, innovation ou embauche, les entreprises de Saint-Quentin en Yvelines peuvent maintenant faire appel au financement participatif pour mener à bien leurs projets. Particuliers ou professionnels deviennent alors acteurs de l'économie locale. Les financeurs sont vous et moi. Si vous avez 1 000 à 5 000 euros à placer, plutôt que de le mettre sur un livret A dont vous savez qu'il ne vous rapportera pas grand-chose, vous pouvez aller sur le site et voir si un projet vous séduit. Il y a 2 outils, soit des prêts, donc vous prêtez sous forme d'investissement, soit vous rentrez au capital et vous devenez actionnaire de cette entreprise. Le dispositif s'adresse aux entreprises du territoire immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Pour le mettre en place, la communauté d'agglomération a créé un partenariat avec l'entreprise Kiosque to Invest. Ça s'adresse à toutes les startups, PME et toutes les structures qui auraient des besoins de financement pour financer leur développement, leur croissance, et qui auraient un besoin donc, en fonds propres entre 100 000 euros et 2,5 millions. Les seules contraintes, on va dire, juridiques, c'est que la société soit SA ou SAS ou en mesure de le devenir, et ensuite qu'elle ait réalisé un premier chiffre d'affaires, ou alors une première promesse de chiffre d'affaires. Pour déposer votre projet ou aller les découvrir, rendez-vous sur le site de Sky Invest. Depuis sa création il y a quelques mois, la plateforme a déjà recueilli 3 demandes de financement. Les projets sont actuellement en cours de validation. À Montigny-le-Bretonneux, la ville a décroché en mars dernier le nouveau label Ville Amie des enfants, label décerné par l'UNICEF France. Le document officiel a été signé ce mercredi à l'occasion des Unidays, un événement de sensibilisation sur les droits de l'enfant. La journée a mobilisé plus d'une centaine de jeunes âgés de 3 à 10 ans à travers toute la ville. Un reportage de Mickaël Elmidoro. C'est officiel, Montigny-le-Bretonneux est la 12e ville du département à se voir décerner le label Ville Amie des enfants, une distinction accordée par l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Les 2 parties ont signé la charte ce mercredi 31 mai au square du Poirier Saint-Martin.
Il y a 10 fiches spéciales à renseigner sur le handicap, sur la façon de vivre, sur la santé, sur l'éducation. Dans le dossier de Montigny, je crois que ce qui fait la différence, ce qui fait qu'on peut accepter Montigny comme ville amie des enfants, c'est qu'à travers ce dossier, on voit la solidarité que veut exprimer la ville par rapport aux enfants de toutes les races, de toutes les cultures. Je dirais enfin que la politique menée par la ville de Montigny en direction de l'enfance est reconnue à son juste niveau. Je vous rappelle que nous travaillons bien sûr sur ces politiques-là depuis très longtemps. Sur le terrain, ce partenariat va permettre de réaliser des journées de sensibilisation comme ce fut le cas avec les Unidays ce mercredi. L'événement organisé par le Conseil des jeunes de la ville et l'UNICEF a permis à travers des jeux et des panneaux informatifs d'expliquer les droits des enfants. L'enfant apprend à travers les jeux, l'enfant apprend à travers le fait d'être en bonne santé, de savoir avoir les notions d'hygiène nécessaires, l'importance de la vaccination pour éviter les maladies, l'importance d'aller à l'école pour apprendre le devenir des nations, comment progresser dans la vie. On ne peut pas progresser sans éducation. Le label Ville amie des enfants est valable jusqu'aux prochaines élections municipales de 2020. Montigny-le-Bretonneux devra alors reconstituer un dossier pour prolonger l'aventure avec l'UNICEF. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tous nos reportages sur notre site internet ou l'application tvfil78.com. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.